bonjour à tous, bienvenue dans l'interview qui revient à cette heure-ci à 18h15 jusqu'à la fin du mois d'août. Et notre premier invité depuis ce week-end du 15 août, c'est Francis Delperré. Bonjour. Bonjour. Alors, je dois vous présenter comme constitutionnaliste aujourd'hui. Je le reste. Voilà, je peux aussi dire ancien député fédéral CDH, enfin, surtout constitutionnaliste. Et ce matin, vous avez écrit une tribune dans La Libre sur un gouvernement provisoire, pour un gouvernement provisoire. D'où vous est venue cette idée de dire qu'il faudrait constituer un gouvernement provisoire en Belgique? Cette idée, en fait, elle me trotte en tête, j'allais dire, depuis le mois de décembre dernier, quand Michel I passe la main à Michel II et on se rend compte que c'est un gouvernement minoritaire, que c'est un gouvernement d'affaires courantes, jusqu'aux élections du mois de mai. Et je me pose tout de même cette question, mais est-ce que l'on ne va pas aller s'installer dans une sorte de gouvernement minoritaire d'affaires courantes pendant des semaines, des mois, peut-être certains parlent d'années. J'ai même entendu des hommes et des femmes politiques dire finalement, pourquoi pas aller jusqu'en 2024 et on verra bien à ce moment-là quelle est la donne politique. Ça, je dis quand même, c'est un déni de démocratie. Écoutez, le gouvernement d'aujourd'hui, le gouvernement d'affaires courantes, il représente un quart de l'Assemblée parlementaire. Un quart. Ça, c'est vraiment rien. Ça, c'est vraiment dire j'ai perdu toute ma légitimité politique, ça c'est évident, mais même plus que ça, finalement. La crédibilité vis-à-vis de l'opinion publique et peut-être même vis-à-vis de nos partenaires étrangers. Alors, il n'y a pas 36 solutions, parce que soit on arrive à former un autre gouvernement, et on voit que c'est très très difficile, et là vous venez avec une autre solution, c'est l'idée d'un gouvernement provisoire. Donc ça veut dire quoi, un gouvernement provisoire? D'abord, ça rappelle les cours d'histoire, c'est un gouvernement provisoire. Parce que le dernier, il me semble, date de 1830. Hein. 1830-31, quand le gouvernement provisoire, constitué au lendemain de la Révolution belge, va se mettre en place les premières structures, le Congrès national, et d'ailleurs il démissionne quand le Congrès national a élaboré la Constitution pour qu'un gouvernement définitif, cette fois-ci, puisse être constitué. Bon, ça c'est l'histoire. On met l'État belge sur ses rails. Moi, je voudrais qu'il y ait un gouvernement qui soit mis en place pour remettre un peu de pouvoir exécutif sur ses rails et qu'il n'y ait pas de dérapage ou de déraillement. Oui, mais quelle est la différence finalement entre un gouvernement provisoire et un gouvernement minoritaire comme gouvernement d'aujourd'hui? D'abord, dans mon esprit, c'est évidemment un gouvernement de plein exercice, pas d'affaires courantes. Un gouvernement qui a la possibilité d'intervenir sur les affaires qui sont de sa responsabilité, comme il le ferait, je dirais, en période normale. Deux, c'est un gouvernement qui doit évidemment avoir une majorité. C'est plus un gouvernement minoritaire. Il doit avoir une majorité avec les partis qui acceptent d'en faire partie. 3, il est provisoire dans la mesure où l'on attend évidemment la constitution d'un gouvernement qui soit un gouvernement définitif. Avec un programme politique de gouvernement. Tandis qu'ici, on n'a pas vraiment un programme politique. On a quelques points important qu'il faut traiter, c'est ça? Mais là, vous avez lu comme moi la presse ces derniers temps qui laisse entendre que nos deux informateurs, Didier Reynders et Johan van de la Notte, préparent non pas une équipe, mais préparent plutôt des idées. Un début de programme, une ébauche de programme, ou si vous préférez, un programme minimal. Moi, je me dis que le jour où cette ébauche est au point, mais pourquoi n'enverrait-il pas à tous les partis démocratiques du pays et en leur demandant s'ils sont prêts à travailler sur cette base-là. Évidemment, c'est un programme minimum de gouvernement. Donc, ce gouvernement provisoire ne peut fonctionner que s'il y a un programme minimum. Il faut quand même un accord minimum sur une série de points. Voilà. Alors, j'ai peut-être un point sur lequel vous serez d'accord qu'il faut aller peut-être un peu vite. C'est qui doit désigner le prochain commissaire européen belge. Alors, je vais vous proposer 3 possibilités. On parle beaucoup de Didier Reynders pour l'instant, d'ailleurs. Alors, la première possibilité, c'est le gouvernement actuel qui doit le désigner. La deuxième, c'est le Parlement qui doit le désigner. Ou la troisième, il faut un consensus entre tout le monde. Non. Écoutez, d'abord, nous ne faisons pas de désignation en Belgique. Nous faisons des propositions. C'est au niveau européen que le président de la Commission va
disons... Madame Ursula von der Leyen, tout à en fait, l'occurrence. Eh bien, elle va voir les propositions qui lui sont adressées. Il y aura des auditions devant le Parlement européen, et c'est là que la décision se prend. Mais nous pouvons tout de même faire des suggestions et des propositions. C'est une responsabilité typiquement gouvernementale. Donc c'est le gouvernement, votre réponse, c'est ça. Il n'y a pas à chicaner. Oui. Alors j'entends dire, on pourrait aussi consulter le Parlement. Le Parlement pourrait faire des résolutions, mais ça c'est vraiment du mêle-tout. Ça c'est mélanger les responsabilités gouvernementales et les responsabilités parlementaires. Là, je ne peux absolument pas m'inscrire dans cette façon de voir. Oui, mais est-ce qu'un gouvernement minoritaire comme celui d'aujourd'hui peut désigner quelqu'un? Mais c'est ça, le gros problème. Vous mettez le doigt, évidemment, sur la difficulté. Un gouvernement qui, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, représente 25% de l'hémicycle parlementaire. N'oubliez pas non plus un gouvernement dont le chef s'en va au début décembre, puisque M. Michel va présider le Conseil européen. Le capitaine quitte le navire. Et voilà, on se rend bien compte que là, on est dans une situation extrêmement difficile. Et moi, ce que je voudrais éviter, c'est que ce genre, parce qu'on doit tout de même désigner quelqu'un, ou proposer oui, quelqu'un. En plus, il faut aller vite, le délai est rapide. Fait loi, en quelque sorte. Mais il faudrait même éviter que ce genre de situation ne doive se représenter dans l'avenir et par conséquent mettre en cause vraiment les principes mêmes de notre démocratie. Et pour vous, ça, c'est une situation typique qui pourrait être de l'ordre de ce que devrait faire un gouvernement provisoire? C'est cette proposition d'un commissaire européen? Ah, tout à fait, oui, bien sûr. Et là, ce gouvernement, appuyé par une majorité, ce gouvernement qui est de plein exercice, aurait évidemment cette responsabilité-là. Alors maintenant, Francis, on n'est plus dans le domaine des affaires courantes. Oui. Alors vous parlez de cette idée ici, vous en avez parlé dans La Libre. Je suppose qu'il y a des réactions, bien sûr, mais ceux qui doivent surtout vous écouter, c'est le roi Philippe. C'est qui quand même à la manœuvre avec ces deux informateurs. Alors, manifestement... Est-ce que vous avez l'oreille du souverain? Ce n'est pas à moi à découvrir la couronne, et je crois que le roi est suffisamment bien informé, notamment par ces deux informateurs, pour savoir ce qu'il est possible de faire. Mais moi, je voulais plutôt établir une sorte de notice d'utilisation, un mode d'emploi, choisir un programme. On l'a dit. Puis après, quand on aura choisi le programme, choisir aussi peut-être une équipe avec des gens qui adhèrent au programme, avec des gens qui veulent travailler dans la conjoncture fédérale, pas pour aller faire du confédéralisme, évidemment, avec des gens qui acceptent de former ensemble une équipe composée d'une majorité suffisante. Et quand vous décrivez cela, ça ressemble à une espèce de majorité dans laquelle on retrouverait un peu tout le monde, sauf la NVA, sauf le CDH qui ne veut pas entrer dans le gouvernement, sauf les extrêmes. Et pourtant, on sait qu'il y a un problème de majorité linguistique quand on forme un gouvernement. Oui. Est-ce que c'est vraiment obligatoire pour un gouvernement d'avoir la majorité dans chacune des communautés linguistiques? Moi, je n'ai pas commencé à composer des coalitions, ce n'est pas mon rôle. Hein. Mais je me suis dit qu'il serait assez normal que les informateurs transmettent à tous les partis démocratiques la note qu'ils préparent et les propositions de programme qu'ils envisagent. Après cela, évidemment, il faudra voir qui répond favorablement. Il faudra faire les calculs. Est-ce qu'il y a une majorité au sein de la Chambre des représentants? Autrement dit, est-ce qu'il y a 76 députés qui appuient ce type de gouvernement? Si possible, évidemment, une majorité dans chaque groupe linguistique. Si possible. Et est-ce que le CDH impossible, nul n'est tenu. Et est-ce que le CDH pourrait changer d'avis? Moi, je ne suis pas le poisson pilote du CDH, je ne suis pas le sous-marin qui doit dicter au CDH ses responsabilités. Ça, ils sont assez grands pour le choisir. Alors, avec tout ce qu'on a connu un peu pendant l'été, j'ai quand même deux petites questions à vous poser de principe. Est-ce que les partis gagnants doivent-ils être absolument au sein d'un gouvernement? Non. Non. Je peux gagner les élections et me trouver en situation de m'opposer à tous les autres partis. À ce moment-là, je ne forme pas, à moi tout seul, une majorité. Vous savez, le parti gagnant en Belgique, ça ne représente jamais que 20% de la population. Donc c'est un peu le cas finalement. Le PTB a gagné au sud, le Vlaams-Belang a gagné au nord, et aucun des deux ne se retrouve dans un gouvernement. Elle ne se retrouvera sans doute dans un gouvernement.
S'il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord. Hein. Et les partis principaux doivent-ils être au gouvernement ? Souvent, on dit, on représente beaucoup de monde. Je pense par exemple au MR à Bruxelles, qui dit, nous sommes quand même un parti qui représente énormément de gens à Bruxelles. Ce n'est pas normal qu'on soit dans l'opposition depuis 15-20 ans. Mais M. Deleu, il faut toujours faire de l'arithmétique, n'est-ce pas ? Le Parlement fédéral, 150 membres. Si je n'ai pas une majorité de 76, je n'ai pas un gouvernement valable, je n'ai pas un gouvernement viable. Et je ne peux même pas désigner un tel type de gouvernement. Je sais bien que pendant l'été, ça a été la mode. Hein, on a réfléchi beaucoup au gouvernement minoritaire. Absurde. Absurde dans un système démocratique. Le gouvernement Coquelicot, par exemple, c'était absurde. Bon, c'est amusant comme réflexion, mais de croire comme ça que des majorités vont se composer au fur et à mesure des événements et au gré des espérances de chacun, ça vraiment, ça n'est pas sérieux. C'est prendre des risques qui ne sont pas acceptables vis-à-vis de la démocratie. Alors, pour terminer, on va peut-être un peu sortir de notre pays. Je ne sais pas si vous suivez ce qui se passe en Italie, mais là, on a une crise politique et constitutionnelle terrible. Oui. Où là, justement, il y a un parti qui décide de tirer la prise parce qu'il espère gagner les élections. Et là, en Italie, il y a moyen de l'empêcher. L'élément nouveau, évidemment, c'est que le Premier ministre italien vient de démissionner. Et là, évidemment, il n'y a plus de gouvernement italien. Là, on rentre un peu dans l'officialité. C'est une crise à la belge, finalement, maintenant, où le président joue le rôle du roi chez eux. Oui, il y a des crises à la belge, il y a des crises à l'espagnol, il y a des crises à l'italienne. Voilà, si ça nous rassure, nous ne sommes pas les seuls. Nous sommes peut-être les seuls à de temps en temps nous dire qu'on pourrait vivre pendant 4 ans de crise. Et c'est là que je voulais tout de même tirer la sonnette d'alarme. Merci Francis Delperret. Demain, je recevrai Émir Kir, le bourgmestre de Saint-Josse. D'ici là, bonne journée et bonne soirée à tous.